Ma sœur a déclaré, peu importe le nom sur l'acte de propriété, cette maison du lac reste un bien familial. Puis, elle a décidé d'y organiser son mariage. Je lui ai donc répondu, fais-le, et tu passeras ta lune de miel derrière les barreaux. Il y a 6 mois, j'ai perdu mon grand-père. Il n'était pas seulement un homme pour moi. C'était mon mentor, celui qui a bâti son entreprise de construction à partir de rien, et qui m'a tout appris sur le travail acharné et l'intégrité. Dès l'âge de 15 ans, j'ai passé tous mes étés à ses côtés sur les chantiers, pour apprendre le métier. À 18 ans, je travaillais à plein temps pour lui, tout en jonglant avec des cours du soir à l'université locale. Ma sœur, Émilie, était différente. Elle a choisi une université privée coûteuse pour étudier l'histoire de l'art, pendant que ses parents contractaient des prêts pour la soutenir. Ces étés, elle les passait à voyager en Europe avec des amis. Elle rendait visite à grand-père peut-être 2 fois par an, généralement lorsque des cadeaux étaient en jeu. Je ne juge pas ses choix. Nous sommes simplement faits différemment. Puis est venue la lecture du testament de grand-père, et c'est là que tout a basculé. Il m'a légué sa maison du lac bien-aimé, dans le Vermont. C'est un magnifique chalet de 4 chambres, situé sur un terrain de 10 acres avec un accès privé au lac, le tout estimé à environ 850 000 $. À Émilie, il a laissé 50 000 $ en espèces, ainsi que sa collection de montres vintage, évaluée à environ 30 000 $. Le reste est allé à des œuvres de charité. Le testament incluait même une lettre, expliquant ses décisions. Pour moi, il a écrit sur nos souvenirs partagés là-bas, l'apprentissage de la pêche, la reconstruction du quai, et les leçons de menuiserie. Il voulait que la propriété reste à quelqu'un qui comprenait sa vraie valeur, bien au-delà de l'argent. Pour Émilie, il exprimait sa fierté face à ses ambitions artistiques, espérant que cet argent l'aiderait à lancer sa carrière. Ma mère, Janet, était furieuse, absolument livide. Elle a commencé à m'appeler tous les jours, insistant sur le fait que le patrimoine familial devait profiter à tous les enfants de manière égale, quelles que soient les véritables intentions de grand-père. Elle prétendait qu'il était démodé, qu'il faisait du favoritisme parce que j'étais un homme, et que je travaillais dans la construction, tout comme lui. Sa demande était simple. Vendre la maison du lac, et partager les bénéfices avec Émilie. Pourtant, j'aime ma sœur. Nous avions toujours été proches, malgré nos chemins différents. Émilie, elle-même, ne m'a pas directement demandé l'argent, mais ses commentaires étaient blessants. Elle parlait de la chance que j'avais, de la façon dont la maison pourrait résoudre tous ses problèmes. Elle avait environ 80 000 $ de prêts étudiants et de dettes de cartes de crédit. Et puis, ma mère a intensifié la pression. Elle a entraîné notre famille élargie dans l'histoire. Ma tante m'a traité d'égoïste, lors du dîner du dimanche. Mon oncle a dit que je manquais de respect aux valeurs familiales. Il affirmait que grand-père aurait voulu que nous prenions soin les uns des autres, et que j'étais avide de tout garder. Le problème, c'est que je n'avais aucune intention de vendre. Cette maison n'était pas seulement sentimentale. Ma femme, Sarah, et moi prévoyions de fonder une famille, rêvant que nos enfants y passent leurs étés, tout comme je l'avais fait. Nous vivions dans un minuscule appartement à Boston, et cette maison représentait un avenir que nous ne pourrions jamais nous offrir autrement. Le dernier argument de ma mère ? J'avais une carrière stable à la tête de ma propre entreprise de construction, tandis qu'Émilie galérait, travaillant à temps partiel dans une galerie et écrivant en freelance. Elle a carrément dit que c'était mon devoir, en tant que frère aîné, de rééquilibrer les choses. J'ai essayé de trouver un compromis. J'ai proposé à Émilie d'utiliser la maison autant qu'elle le voulait, offrant même de payer ses billets d'avion. J'ai dit qu'elle pourrait y célébrer son mariage un jour. J'étais même prêt à l'aider avec ses prêts, en puisant dans mes propres économies. Mais pour ma mère, ce n'était pas suffisant. Elle voulait que je vende pour partager, ou que je rachète la part d'Émilie pour 400 000 $, soit la moitié de la valeur, même après son propre héritage. J'avais partagé mon histoire en ligne, espérant avoir un peu de recul, et le consensus était clair. Je n'étais pas le méchant, et je devais honorer les souhaits de mon grand-père. Je me sentais validé, mais je gardais l'espoir d'une résolution pacifique. Cet espoir, cependant, a connu une fin brutale ce week-end-là. D'abord, j'ai eu une longue et sincère conversation avec Émilie. Elle a admis qu'elle était blessée par la disparité de l'héritage, mais a juré qu'elle comprenait le raisonnement de grand-père. Nous nous sommes serrés dans les bras. Je pensais que tout était réglé. J'ai réitéré toutes mes offres,
ajoutant même que je l'aiderais avec un acompte pour un appartement, quand elle serait prête. Elle semblait sincèrement reconnaissante. Ma mère, en revanche, a redoublé d'efforts. Elle a créé une conversation de groupe familial intitulée « Équité pour Émilie », où elle partageait des articles sur l'inégalité successorale. J'ai mis le groupe en sourdine, mais Sarah m'en a montré les moments forts. Janet montait activement un dossier contre moi, m'accusant d'être un fils manipulateur, qui avait monté grand-père contre sa propre petite-fille. Puis, la bonne nouvelle est arrivée. Émilie a appelé, extatique, pour dire que son petit ami Marc l'avait demandé en mariage. J'étais ravi pour elle, et j'ai immédiatement proposé la maison du lac pour leur mariage. Elle a poussé un cri de joie, parlant d'un mariage d'été rustique et élégant, en juin prochain. Avance rapide jusqu'à dimanche. Sarah et moi sommes allés en voiture à la maison du lac pour le week-end. L'endroit avait besoin de travaux. Grand-père avait été malade, et les choses avaient été négligées. Mais en arrivant, nous avons vu 3 voitures. Celle d'Émilie, celle de Marc, et une camionnette de Evergreen Wedding Planning. À l'intérieur, Émilie faisait visiter ma maison à une organisatrice de mariage, comme si elle en était la propriétaire. Elle parlait d'abattre des murs pour ouvrir l'espace, et de moderniser la cuisine pour la réception. L'organisatrice prenait des mesures, ainsi que des photos de chaque pièce. Quand j'ai finalement demandé ce qui se passait, Émilie m'a joyeusement annoncé sa décision. Elle prenait de l'avance sur la planification de notre mariage familial, à la maison du lac. Notez le pronom. L'organisatrice m'a tendu sa carte, s'extasiant sur la transformation de ce joyau caché en un lieu de réception. J'ai pris Émilie à part, lui rappelant que c'était ma maison, et non une propriété familiale. Elle a levé les yeux au ciel. Allons, James. On sait tous les deux que maman a raison. Cet endroit devrait nous appartenir à tous les deux. Je planifie juste mon mariage, dans la maison du lac de ma famille. C'est là que je l'ai vue. Elle avait déjà publié sur Instagram, hâte d'épouser mon meilleur ami, dans la magnifique propriété familiale au bord du lac. J'ai dit à tout le monde de partir. Émilie a immédiatement fondu en larmes. Elle hurlait que je gâchais la joie de ses fiançailles, et que j'étais un maniaque du contrôle pour une maison que je n'avais même pas payée. Marc a essayé de jouer les médiateurs, suggérant que nous nous calmions, pour discuter de cela en famille. L'organisatrice de mariage avait l'air mortifiée, et elle s'est rapidement éclipsée. Émilie a appelé notre mère. Janet, qui vit à 40 minutes de là, a dû faire des excès de vitesse, car elle est arrivée en moins d'une heure. Elle est entrée comme si elle était chez elle, n'a même pas salué Sarah, et a commencé à me réprimander. Elle m'accusait d'avoir traumatisé Émilie, lors de sa journée spéciale de planification. La dispute qui a suivi a été brutale. Janet a affirmé que grand-père était en déclin mental lorsqu'il a rédigé le testament. Émilie m'a accusé d'avoir manipulé un vieil homme malade, pour un gain financier. Janet a menacé de contester le testament, même si notre avocat spécialisé en succession avait déjà confirmé qu'elle n'avait aucun fondement. Émilie se lamentait que je lui volais le lieu de mariage de ses rêves. Puis, ma mère a traité Sarah de croqueuse de diamants qui avait touché le jackpot. C'est là que j'ai craqué. Sarah a grandi en famille d'accueil. Elle a cumulé 3 emplois pour payer ses études d'infirmière, et elle ne m'a jamais rien demandé. Elle a même insisté pour signer un contrat de mariage, avant que nous nous marions, pour prouver qu'elle n'en avait pas après l'argent. Je leur ai dit à tous de quitter ma propriété immédiatement, sinon j'appellerais la police pour violation de domicile. Émilie a hurlé que je ne pouvais pas l'exclure de son héritage. Janet a dit que j'étais mort pour elle, à moins que je ne fasse ce qu'il fallait. Ils sont partis, mais pas avant qu'Émilie ne publie une vidéo en larmes sur Facebook, affirmant que son frère gardait jalousement une propriété familiale et ruinait les rêves de son mariage. La publication est devenue virale au sein de notre famille élargie. J'ai été bombardé de messages me traitant de sans-cœur, d'égoïste, et disant que je n'étais pas l'homme que grand-père avait élevé. Sarah et moi avons passé le reste du week-end dans un silence stupéfait, réparant le quai, tout en essayant de digérer tout ça. Je me suis surpris à parler à la photo de grand-père, m'excusant pour tout ce drame autour de sa maison du lac bien-aimée. J'ai explicitement révoqué mon offre d'accueillir le mariage d'Émilie. J'ai installé des caméras de sécurité, et j'ai changé les serrures. Il s'est avéré qu'Émilie avait fait des copies de la clé de secours. Mon ami avocat m'a conseillé de tout documenter. La conversation de groupe familial a explosé.
Même des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années donnaient leur avis. Mais ensuite, mon père, qui a divorcé de ma mère il y a 10 ans, m'a envoyé un texto. Il a dit qu'il était fier de moi pour avoir tenu bon, et que grand-père le serait aussi. Ça m'a fait pleurer. Je ne savais pas comment réparer ça. J'aimais ma sœur, mais elle montrait une facette d'elle-même que je n'avais jamais vue. Ma mère avait toujours été contrôlante, mais ce niveau de manipulation était nouveau. J'ai commencé à me demander si je les avais jamais vraiment connus. Le testament, soit dit en passant, était en béton. Grand-père l'avait fait exécuter en bonne et due forme, avec des témoins et un avocat. Il avait même subi une évaluation médicale 2 mois avant de le modifier, spécifiquement pour empêcher toute contestation. La maison était légalement la mienne, avec titre de propriété, assurance, et tout le reste. Je n'étais pas inquiet des défis juridiques. J'étais inquiet de la destruction de ma famille. Les choses n'ont fait qu'empirer. Je n'aurais jamais pensé revenir avec une autre mise à jour, mais la situation a dégénéré au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Accrochez-vous, car c'est insensé. Après l'invasion de la maison, j'ai limité les contacts avec ma mère et Émilie. Je ne les ai pas bloqués entièrement. Elles étaient toujours de la famille après tout. Mais, j'ai restreint leur accès à mes réseaux sociaux, et je ne répondais qu'aux véritables urgences. Pendant environ 3 semaines, les choses ont été calmes. J'aurais dû savoir qu'elle préparait quelque chose. Tout a commencé par une lettre d'un avocat. Pas une mise en demeure, pas une poursuite, pas encore. C'était une demande formelle de médiation, visant à résoudre la distribution inéquitable de la succession Patterson. Patterson était le nom de famille de grand-père. La lettre soutenait que grand-père avait été indûment influencé, et que le testament ne reflétait pas ses véritables intentions de traitement égal pour ses petits-enfants. J'ai immédiatement appelé l'avocat qui s'était occupé du testament de grand-père. Il a ri. Littéralement ri. Il a dit que c'était l'affirmation la plus infondée qu'il ait vue en 30 ans. Il a sorti le dossier de grand-père. On y trouvait une évaluation médicale confirmant sa compétence mentale, un enregistrement vidéo de grand-père expliquant ses legs, et des testaments précédents montrant une tendance constante. J'ai toujours eu la maison du lac, Émilie a toujours eu de l'argent et des objets de valeur. Il y avait aussi des déclarations sous serment de témoins. L'avocat a dit que ma mère et Émilie tentaient leur chance, espérant que je céderais pour éviter un drame familial. Il avait raison. 2 jours plus tard, Émilie s'est présentée au bureau de mon entreprise de construction, avec Marc et un autre avocat. Elle portait ce que je ne peux décrire que comme un costume de sympathie, pas de maquillage, cheveux en désordre, et des vêtements qui semblaient délibérément froissés. L'avocat s'est présenté comme un spécialiste des litiges successoraux-familiaux, et il m'a remis un document. Elle ne demandait plus seulement la moitié de la valeur de la maison du lac. Elles exigeaient 50% de la valeur de la maison, 425 000 $, des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle pour avoir été exclus, 100 000 $, le remboursement des changements de lieu de mariage, 50 000 $, et la couverture des prêts étudiants d'Émilie. Prétendant que j'avais eu l'avantage éducatif de travailler avec grand-père, 80 000 $. Soit un grand total de 655 000 $. J'ai éclaté de rire. C'était apparemment la mauvaise réponse. Émilie a fondu en ce que je suis maintenant convaincu être de fausses larmes, se lamentant sur la façon dont je me réjouissais de son malheur. Marc l'a réconforté, me lançant un regard noir. L'avocat a dit que c'était une offre généreuse, pour éviter un procès public désordonné. Je leur ai dit de partir. Les larmes d'Émilie se sont mystérieusement arrêtées, et elle a sifflé, « Tu le regretteras, James. Maman avait raison à ton sujet. » Le masque était complètement tombé. Ce soir-là, j'ai découvert ce qu'elle voulait dire. Émilie avait lancé une cagnotte GoFundMe, « Aidez-moi à me battre pour l'héritage de mon grand-père. » La description était un chef-d'œuvre de manipulation. Je m'appelle Émilie Patterson, et c'est le cœur brisé que je partage mon histoire. Quand mon grand-père bien-aimé est décédé, j'ai découvert qu'il avait laissé la maison du lac historique de notre famille, d'une valeur de près d'1 million de $, uniquement à mon frère aîné. Ce fut un choc. Car grand-père a toujours dit que la maison serait pour la famille. Je crois que mon grand-père a subi des pressions dans ces dernières années. Mon frère, qui travaillait dans l'entreprise de construction de grand-père, avait un accès exclusif à lui pendant que j'étais à l'université. Poursuivant l'éducation que grand-père a toujours dit vouloir pour moi. Maintenant,
je suis noyé sous les dettes étudiantes, tandis que mon frère profite d'une propriété d'1 million de dollars. Tout ce que je veux, c'est les quitter, acheter ma propre maison, rembourser mes études. Et honorer ce que je crois être les véritables souhaits de mon grand-père. S'il vous plaît, aidez-moi à me battre pour la justice et l'égalité familiale. Elle a fixé l'objectif à 50 000 dollars pour les frais de justice. En 24 heures, elle avait récolté 7 000 dollars, principalement de la part de la famille élargie et d'amis qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Les commentaires étaient brutaux. James devrait avoir honte. Un homme avide évince toujours les femmes de la famille. La maltraitance des aînés est réelle. Dénonce-le, Emily. Tu mérites cette maison, ton grand-père serait navré. On m'a conseillé de ne pas répondre publiquement, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai posté un unique commentaire, exposant les faits. Le testament était juridiquement solide, et médicalement documenté. Emily avait reçu 80 000 dollars en espèces et objets de valeur. J'avais offert de multiples compromis, y compris l'utilisation gratuite de la maison. L'héritage reflétait nos différentes relations avec grand-père. Mon commentaire a été supprimé en moins d'1 heure. Emily m'avait empêché de commenter. Puis vint la campagne sur les réseaux sociaux. Emily a commencé à poster de vieilles photos d'elle et de grand-père, avec des légendes comme « Tu me manques tous les jours ». Je promets que je me bats pour ce qui est juste. Elle a commodément choisi des photos de quand elle était très jeune, aucune des 10 dernières années où elle le visitait à peine. Ma mère s'y est mise, publiant des essais sur l'inégalité successorale, le sexisme, et la distribution de la richesse familiale. Elle a même lancé un hashtag Justice pour Emily. Leurs amis l'ont partagé. Des influenceurs locaux l'ont repris. Un blog d'actualité régionale a publié un article, une femme de la région se bat pour un héritage équitable, après que son grand-père a tout laissé à son frère. Le journaliste n'avait interviewé qu'Emily et ma mère. Quand j'ai contacté le blog pour donner ma version, on m'a dit qu'il se concentrait sur l'angle humain des droits des femmes en matière d'héritage. Ils ont commodément omis de mentionner qu'Emily avait hérité d'une somme d'argent importante. Ils se contentaient de dire que son frère avait obtenu le domaine familial. La pression est montée. Je recevais des appels quotidiens de membres de la famille, me disant « Donne-lui juste quelque chose, pour que ça s'arrête ». Des amis du lycée m'envoyaient des messages, me demandant comment je pouvais faire ça à Emily. Des avis à 1 étoile sont apparus sur la page Google de mon entreprise, me traitant de voleur et de bourreau de personnes âgées. Il y a même eu une pétition à mon église, pour encourager James à faire ce qui est juste. Sarah a été harcelée à son hôpital. Quelqu'un a laissé des impressions du GoFundMe d'Emily dans la salle de pause, avec « C'est votre mari » écrit dessus. Ses collègues ont commencé à la traiter différemment. Une infirmière lui a même demandé si elle était fière de s'être mariée avec de l'argent volé. Nous sommes allés à la maison du lac pour nous évader un week-end, seulement pour trouver un panneau « à vendre » dans le jardin. Emily avait appelé un agent immobilier, et s'était fait passer pour la propriétaire. L'agent faisait même visiter la propriété à un couple, lorsque nous sommes arrivés. J'ai dû montrer des documents prouvant ma propriété, et menacer de poursuites judiciaires avant qu'ils ne partent. Cette nuit-là, alors que Sarah et moi étions assis sur le quai, essayant de trouver un peu de paix, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon avocat. Je lui ai dit de préparer une lettre de mise en demeure. Non seulement pour le harcèlement, mais aussi pour la diffamation, la fraude du GoFundMe, et la tentative de vente de ma propriété. Et j'ai fait quelque chose que grand-père aurait absolument approuvé. J'ai tout documenté. Chaque publication, chaque message, chaque fausse affirmation. J'ai créé une chronologie, montrant la relation réelle d'Emily avec grand-père. Les anniversaires manqués, les appels non retournés, et les visites qui n'avaient lieu que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Plus important encore, j'ai numérisé quelque chose que j'avais presque oublié. Les journaux de grand-père. Il avait tenu des journaux détaillés pendant 40 ans. Les entrées sur Emily étaient déchirantes. Anniversaire d'Emily aujourd'hui. Envoyer une carte et un chèque. Pas de merci. J'ai appelé Emily pour l'inviter au lac pour le 4 juillet. Elle a dit qu'elle avait des projets avec des amis. J'ai vu plus tard des photos d'elle, à une fête sur la plage. Emily avait besoin d'argent pour des livres. Envoyer 500 $. James m'a dit qu'il l'a vu poster une photo de son nouveau sac de créateur le lendemain. Et puis, cette entrée poignante, dernier rendez-vous complet aujourd'hui.
L'avocat a posé des questions sur Émilie. Je lui ai dit qu'elle recevrait de l'argent, c'est plus facile à utiliser pour elle. Le lac devrait aller à quelqu'un qui le voit comme plus qu'une simple valeur immobilière. Cette dernière entrée était datée de seulement 2 mois avant sa mort, au moment même où ma mère prétendait qu'il déclinait mentalement. J'en avais fini d'essayer de préserver des relations, avec des gens qui ne voyaient que des signes de dollars là où il devrait y avoir des souvenirs. Grand-père ne m'a pas seulement laissé une maison. Il m'a laissé un rappel de ce à quoi ressemble une vraie famille. Ça ressemble à des matins d'été à apprendre à pêcher, à des après-midi à reconstruire un quai, et à des soirées à écouter des histoires sur le porche. Émilie et ma mère avaient fait leur choix. Elles ont choisi la cupidité plutôt que la famille, les mensonges plutôt que la vérité, et la manipulation plutôt que l'amour. Je choisissais d'honorer l'homme qui savait vraiment ce que la famille signifiait. Ce sera ma dernière mise à jour. C'est difficile à écrire, car cela signifie accepter que ma famille, telle que je la connaissais, n'existe plus. Mais, je dois une conclusion à ceux qui ont suivi ce parcours. Et honnêtement, j'ai besoin d'écrire ceci pour ma propre tranquillité d'esprit. Après ma dernière publication, mon avocat et moi avons envoyé une lettre de mise en demeure complète à Émilie, ainsi qu'à ma mère. Elle détaillait la diffamation, le harcèlement, le GoFundMe frauduleux, la tentative de fraude immobilière, et l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous exigions la cessation immédiate de toutes les publications diffamatoires, le retrait du GoFundMe avec remboursement aux donateurs, une rétractation publique des fausses affirmations, et aucun contact ultérieur avec ma femme ou moi, en dehors des canaux juridiques. La réponse d'Émilie est arrivée en 48 heures, non pas par son avocat, mais par une vidéo en direct sur Facebook. Elle était assise dans son appartement, entourée de mouchoirs, pleurant sur la façon dont son frère violent essayait maintenant de la faire taire par l'intimidation juridique. Elle a affirmé que j'utilisais la richesse comme une arme pour l'opprimer, se peignant comme un David combattant Goliath. La vidéo est devenue virale dans notre communauté. Les nouvelles locales ont repris l'histoire. Le récit était convaincant. Un riche entrepreneur utilise des avocats pour faire taire une artiste en difficulté, qui se bat pour son héritage. La vérité n'avait plus d'importance. Seule l'histoire comptait. Ce qu'Émilie n'avait pas réalisé, c'est qu'en rendant l'affaire publique, tout devenait permis. Mon avocat les avait prévenus que la poursuite de la diffamation nous obligerait à publier des preuves. Elles ont cru que nous bluffions. Nous n'avons pas bluffé. Nous avons créé un site web simple, La Vérité sur la succession Patterson. Dessus, nous avons publié le testament complet, avec la lettre de grand-père expliquant ses décisions. Nous avons ajouté l'évaluation de compétences médicales, et la vidéo de grand-père, claire et articulée, expliquant ses legs. Nous avons également mis des extraits de ses journaux, montrant les véritables schémas relationnels, et la documentation de ce qu'Émilie a réellement hérité, 80 000 $ en valeur. Il y avait des captures d'écran des réseaux sociaux d'Émilie des 5 dernières années, montrant son style de vie somptueux alors qu'elle prétendait être pauvre, et la preuve que ses soi-disant prêts étudiants étaient en fait à 40% des dettes de cartes de crédit dues au shopping. Et, bien sûr, nous avons publié les multiples offres généreuses que j'avais faites et qu'elle avait rejetées. La preuve la plus accablante fut une série de SMS. C'étaient des messages entre Émilie et son ami, que nous avions obtenus légalement lors de la procédure de communication des pièces. Émilie avait écrit, « Dès que je fais craquer James, j'achète un appart à Back Bay. Maman dit que si on maintient la pression, il nous paiera pour que ça s'arrête. Et ce bijou, le GoFundMe est génial. Même si on ne gagne pas en justice, j'aurai assez pour un acompte. » Ces idiots croient vraiment que j'étais proche de grand-père. La réaction a été rapide et brutale. Le GoFundMe a fait l'objet d'une enquête, et a été fermé. Émilie a dû rembourser plus de 15 000 $ de dons. Plusieurs membres de la famille qui avaient fait un don m'ont appelé. Ils s'excusaient, disant qu'ils avaient été aveuglés par ses larmes. Mais ma mère a redoublé d'efforts. Elle a intenté une véritable action en justice pour contester le testament. Ses motifs, influence indue et absence de capacité testamentaire. Elle a engagé un avocat coûteux, convaincu de pouvoir gagner. Le procès a eu lieu le mois dernier. Il a duré 3 jours. L'avocat de ma mère m'a dépeint comme un manipulateur calculateur, qui a isolé un vieil homme mourant. Ils ont même fait venir un psychologue, qui n'avait jamais rencontré grand-père, pour témoigner sur un déclin cognitif théorique. Ils ont présenté Émilie comme une petite fille aimante, privée de son droit de naissance. Notre défense reposait sur des faits simples.
Le médecin de grand-père a témoigné de sa vivacité d'esprit. Son comptable, de son côté, a expliqué comment grand-père avait discuté du testament, et ce, de manière totalement rationnelle. Nous avons diffusé la vidéo où grand-père expliquait, clairement et de façon articulée, « Je laisse la maison du lac à James, car il comprend ce que j'y ai construit. » Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de souvenirs, de tradition, de valeurs. Émilie est une fille charmante. Mais elle voit les choses différemment. L'argent lui sera plus utile. J'espère qu'elle l'utilisera à bon escient. La décision du juge a été rapide et sévère. Non seulement il a confirmé le testament, mais il a également condamné ma mère et Émilie à payer mes frais de justice, pour avoir intenté un procès frivole destiné à harceler. Il a qualifié leurs actions de tentatives cyniques de passer outre les souhaits clairs du défunt. Les conséquences ont été brutales. Ma mère m'a envoyé un dernier email, « Tu as peut-être gagné sur le plan légal, mais tu as perdu ta famille. J'espère que cette maison valait ta sœur et ta mère. Ne nous contacte plus. » Émilie a posté une dernière story Instagram, « Parfois, on apprend qui sont vraiment les gens quand l'argent est en jeu. Je passe à autre chose, et je guéris d'une famille toxique. » Étincelle, l'ironie ne m'a pas échappé. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure inattendue. Environ 2 semaines après le procès, j'ai reçu un appel de Marc, l'ex-fiancé d'Émilie. Il a demandé à me rencontrer en privé pour un café, et il m'a annoncé qu'il avait rompu leurs fiançailles. Je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui pouvait mentir si facilement, a-t-il dit. Quand elle a pleuré dans votre bureau ce jour-là, elle s'était entraînée devant le miroir ce matin-là. Tout était prévu. Je pensais la connaître, mais la personne que j'ai vue pendant tout ça, ce n'était pas la femme que j'ai demandée en mariage. Il a également révélé qu'Émilie avait déjà dépensé tout son héritage. Les 50 000 $ en espèces ont disparu en 6 mois, dans un leasing de voitures de luxe, des vêtements de marque, et une retraite de guérison de 15 000 $ à Bali. Les montres ont été vendues immédiatement pour moins de la moitié de leur valeur, car elle n'a même pas pris la peine de les faire expertiser correctement. Elle n'arrêtait pas de dire qu'une fois qu'elle aurait l'argent de ta maison du lac, on pourrait avoir la vie parfaite, a dit Marc. Mais j'ai réalisé qu'il y aurait toujours autre chose qu'elle méritait, ou une autre personne qui lui devait quelque chose. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre transférée de la dernière adresse connue d'Émilie. C'était d'une agence de recouvrement de créances. Elle m'avait listé comme référence sur une demande de prêt, affirmant que j'étais son partenaire commercial. Le collecteur de dettes voulait en savoir plus sur nos entreprises communes. Mon avocat leur a envoyé une mise en demeure. Par des amis communs, j'ai appris qu'Émilie vit maintenant avec ma mère, après avoir été expulsée de son appartement. Elle raconte aux gens qu'elle écrit un livre sur le traumatisme de l'héritage. Elle a même lancé un nouveau GoFundMe pour son cabinet d'art-thérapie. Elle n'a aucune certification, soit dit en passant. Et elle est de nouveau fiancée, à quelqu'un qu'elle a rencontré il y a 2 mois, et qui comprend sa lutte. Ma mère a dit à la famille élargie que j'étais mort pour elle, créant un récit élaboré où je suis un monstre qui a volé sa sœur. Certains la croient, beaucoup non. J'ai cessé de m'en soucier. Sarah et moi avons passé le week-end dernier à la maison du lac. Nous avons terminé toutes les réparations. Le quai est reconstruit. La cuisine est modernisée correctement, pas de la façon dont l'organisatrice de mariage d'Émilie l'avait imaginé. Et puis, la meilleure nouvelle. Nous avons découvert que nous attendons notre premier enfant, un garçon. Nous prévoyons de le nommer Thomas, en hommage à grand-père. Assis sur le quai, regardant le coucher du soleil, j'ai réfléchi à ce que toute cette expérience m'a appris. Premièrement, les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand l'argent est en jeu. Émilie et ma mère se sont révélés complètement. L'héritage ne les a pas changés, il les a exposés. Deuxièmement, la famille n'est pas toujours une question de sang. Ma vraie famille, c'est Sarah, notre fils à naître, mon père qui m'a soutenu, et le souvenir d'un grand-père qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Troisièmement, honorer les souhaits de ceux qui sont partis. Grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Il a vu ce que j'étais trop aveugle pour voir pendant des années. Quatrièmement, documenter tout. Les journaux, la vidéo, les dossiers médicaux, tout cela m'a sauvé d'un faux récit qui a failli devenir la vérité. Cinquièmement, parfois, perdre sa famille signifie en fait gagner sa liberté. Je pleure la famille que je pensais avoir, pas celle que j'avais réellement. À ceux qui font face à des situations similaires, tenez bon. Honorez les souhaits du défunt.
Ne laissez pas la manipulation émotionnelle l'emporter sur les documents légaux. Et rappelez-vous, quelqu'un qui vous aime vraiment n'essaiera pas de prendre ce qui vous a été librement donné par quelqu'un d'autre. La maison du lac de grand-père est plus qu'une propriété. C'est le témoignage d'un homme qui valorisait le caractère plutôt que le sang, l'effort plutôt que le sentiment de dû, et la vérité plutôt que la manipulation. Chaque fois que je lance une ligne depuis le quai que nous avons reconstruit ensemble, je le remercie d'avoir vu ce que je ne pouvais pas voir. Émilie et ma mère ont fait leur choix. Elles ont choisi la cupidité plutôt que la gratitude, les mensonges plutôt que l'amour, et la manipulation plutôt que la mémoire. Elles devront vivre avec ça. J'ai choisi la paix, la vérité, et l'héritage d'un homme qui savait que la famille ne consiste pas à tout diviser équitablement. Il s'agit de donner ce qui est juste, à ceux qui l'ont mérité par l'amour, le temps, et une connexion authentique. Cette maison du lac n'est pas seulement mon héritage. Mon héritage, c'est la certitude d'avoir défendu ce qui était juste, même quand j'avais l'impression que cela me coûtait tout ce que je pensais avoir. Merci à tous pour votre soutien tout au long de ce parcours. Il est temps d'arrêter de regarder en arrière, et de commencer à construire l'avenir que grand-père envisageait lorsqu'il m'a laissé ce cadeau. À grand-père, j'ai tenu ma promesse. La maison du lac reste à quelqu'un qui voit sa vraie valeur. Ton héritage perdure, non pas dans le bois et la pierre, mais dans les leçons que tu as enseignées, et l'homme que tu m'as aidé à devenir. Alors, qu'auriez-vous fait à ma place? Votre famille s'est-elle déjà retournée contre vous pour quelque chose de ce genre? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.